Merci beaucoup, Bernadette. En fait, ma question à vous voulez. On sait que c'était un dictateur, c'était un président, reste au pouvoir parce que, à cause de la contribution de la diaspora. Donc, ce qui fait que les populations ne revendiquent pas. Ce qui fait que les populations ne revendiquent pas à cause de l'aide qu'elles reçoivent. Elles n'ont plus faim. Pas de contestation des pouvoirs défaillants. Mais si la diaspora suspendait momentanément cette aide, cela poussera-t-il l'État camerounais à assumer pleinement ses responsabilités? En toute humilité, je ne veux pas vous dire que j'ai des réponses toutes faites à toutes les questions. Donc si je ne réponds pas, c'est que ça m'a dépassé. Mais derrière vos prises de parole, il n'y a en réalité pas que des questions. Il y a des propositions, il y a des suggestions, il y a des interpellations. Il y a bien des choses qui peuvent nous avoir échappé et que votre prise de parole nous rappelle. C'est pour ça que je tiens à vous remercier une fois de plus. Si on suspend l'aide, si vous suspendez l'aide, non, vous feriez du mal à vos proches. Pourquoi? Il faut continuer à les aider, c'est votre devoir. Sinon, vous ne trouveriez même plus le sommeil vous-même que de savoir que les vôtres souffrent parce que vous ne les aidez plus. En revanche, derrière l'aide financière ou logistique, il faut aussi loger la sensibilisation. Parce que le danger de l'assistanat, c'est que quand quelqu'un sait qu'il a sa personne en main, bon, il ne se bat plus. Il se bat plutôt pour retrouver justement sa personne en main. Voilà. Comme ma soeur est là-bas, moi je cherche le visa. Donc, gâtez même votre pays si vous voulez. Moi je m'en vais bientôt. Donc il faut plutôt les sensibiliser, je crois. Ça c'est un message que j'adresse depuis 2-3 ans. Notamment lorsque nous travaillons sur les inscriptions sur les listes électorales, je disais de temps en temps conditionner le Western Union à la présentation de la carte d'électeur, par exemple. Quand quelqu'un vous appelle, vous demande de l'aide, demandez-lui où est la carte d'électeur. Et d'ailleurs, beaucoup l'ont fait. Et plein de gens ont été inscrits comme ça, juste parce qu'on conditionnait l'aide à ça. Parfois, c'est comme ça qu'il faut procéder. Non, le débat est ailleurs, le débat au niveau de la sensibilisation. Vous n'avez même pas idée à quel point. Parfois, c'est même un peu décourageant de voir comment les Camerounais se comportent des fois, c'est vraiment compliqué. Quand quelqu'un prend 2 € pour voter contre vous et en faveur de son boulot, moi je suis tout le temps sur le terrain et je reviens de la partie septentrionale où partout où je me suis arrêté, on me donnait et des documents et des requêtes et des problèmes pour que j'aille les porter à l'Assemblée et que j'aille écrire au président, ce que je fais d'ailleurs volontiers, parfois ça aboutit. Mais la question que je leur posais, c'est pourquoi on était ici candidat, ici, vous ne nous avez pas voté. Ils me disent la prochaine fois, je dis bon ok, tant mieux. Et souvenez-vous, c'est un discours que je tenais pendant la campagne. Je disais aux Camerounais, soyez exigeants. Soyez exigeants. Lorsque vous votez pour quelqu'un, parce qu'il vous a donné de l'argent. D'abord, il ne revient plus, puisqu'il sait qu'il a acheté votre vote. Il revient dans 5 ans avec une autre mallette d'argent. C'est presque logique. Les gens qui distribuent l'argent ne le fabriquent pas. Alors, si vous avez mangé, comme un comédien bien connu, quand Jean-Michel disait quelqu'un a mangé son marigot, si vous avez mangé l'argent de quelqu'un pour le voter, après vous voulez qu'il vienne encore vous voir tous les soirs pour régler vos problèmes, parce que vous êtes quoi? Le nombril du pape. Il vous donne son argent, il règle vos problèmes. Pourquoi? Il a acheté votre suffrage. Maintenant, laissez-le tranquille. Et ça se passe comme ça à chaque fois. Donc nous continuons à travailler d'arrache-pied. On essaye de sensibiliser les Camerounais. Les habitudes ont la peau dure, ce n'est pas moi qui vous l'apprends. Donc on continue à sensibiliser, Ce n'est pas facile. Nous avons découvert qu'en réalité, et moi en premier,
entre parler sur les chaînes de télé, de radio, développer un bon discours, c'est bien. Mais il y a plein d'endroits au Cameroun où il n'y a ni internet, ni électricité, ni télé. Vous parlez vos choses à Equinox et à Canal 2, personne ne vous écoute là-bas. Je dis souvent une chose qui m'a étonné en 2018. Quand je me lance à la présidentielle, j'étais convaincu d'être probablement l'un des Camerounais les plus célèbres. Mais à plein d'endroits, les gens demandaient c'est qui. Et dans ces endroits-là, on ne connaît qu'un parti politique et un président. Et d'ailleurs, on a beau jouer souvent le jour de l'élection de n'envoyer là-bas que le bulletin du président qu'on connaît. Ce n'est pas par hasard que les élections sont toujours organisées en saison pluvieuse. C'est parce qu'il y a des endroits inaccessibles en saison pluvieuse. Et parfois, seul hors bord du gouvernement, où les voitures du gouvernement peuvent y arriver. Donc il y a un tel travail à faire que, honnêtement, battre aux élections. Le débat aujourd'hui n'est même pas celui de la popularité ou de l'impopularité du pouvoir en place. C'est celui de la capacité de celui qui porte un projet alternatif à toucher un maximum de Camerounais, à les faire voter et à les préparer à surveiller le vote. Donc, à renoncer le cas échéant à 1000 francs, 2000, 3000, 5000. Et croyez-moi, il y a certaines parties du pays où lorsque quelqu'un a vu 2000 francs CFA, c'est-à-dire 3 ou 4 euros, surtout qu'il y a une idée reçue qui dit que les hommes politiques sont tous des bandits. Donc si celui-ci peut me donner mes 2000 francs là maintenant, mieux je mange là maintenant, je bois ma bière, puisque de toute façon on ne les voit plus, on ne les voit jamais. Donc les histoires que Cabral Libi raconte là, que quand il va arriver, il va faire les roues, il ne fera rien, on les connaît. Sauf qu'ils ne nous connaissent pas, ils connaissent un seul système depuis très longtemps. Donc il y a effectivement un travail de sensibilisation, c'est un chantier pénible Bernadette, mais il faut. Serge Pelé. Alors, j'ai deux questions. La première, c'est par rapport au programme politique qui se définit dans le fédéralisme communautaire. J'aimerais bien savoir si le fédéralisme communautaire dans notre pays n'est pas un frein à l'intégration nationale. Est-ce que ce n'est pas une antinomie de réconcilier la nation et cliver la nation autour des communautés? La deuxième question, c'est la place de la femme. Moi, je suis papa d'une jeune fille et depuis 24 ans que je suis dans ce pays, je vois comment la femme dans ce pays occupe de l'espace, fait avancer le pays. Il faut dire qu'au Cameroun, les hommes ont échoué. Et est-ce qu'au PCRN, est-ce qu'on pense à donner une place à la femme pour qu'elle puisse aussi avoir place aux affaires? Je vais prendre deux exemples qui m'ont un peu frappé. Les élections régionales qui arrivent, j'ai regardé un peu les listes. Dans l'Ombéré, par exemple, à Benanga, j'ai vu qu'il y avait deux sur les 14, il n'y a que deux femmes. Et dans le Vouri, où je pense que c'est 30 conseillers départementaux, il y avait à peine 8 femmes. Est-ce que le PCRN, une fois aux affaires, une fois vos présidents, est-ce que vous allez militer pour que la femme soit comme ici en Belgique, à égalité avec les hommes? Merci beaucoup. Est-ce que le fédéralisme communautaire est un frein à l'intégration? Comment on peut réconcilier et cliver au même moment? Et c'est d'ailleurs pour ça que André demande que, ok, concrètement, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, la première chose que je veux faire, ici et maintenant, c'est que je veux vous dire, imaginez le Cameroun sans région. Au Cameroun, il y a 10 régions. Le nord, l'extrême nord, la Damawa. Imaginez que les 10 régions n'existent plus. Qu'est-ce que vous avez? Les départements. On est d'accord? 58 départements. Maintenant, analysons dans le fond le découpage des départements. Hein, André? On a 58 départements. Imaginons le découpage des départements.
comment se fait actuellement le découpage des départements? Le découpage des départements est essentiellement communautaire. Ce n'est pas moi qui l'ai fait. On l'a probablement fait avant ma naissance. Le découpage des départements est essentiellement communautaire. Donc, en fait, parfois, on se demande même pourquoi il y a plusieurs départements à certains endroits. C'est-à-dire, quand vous regardez, vous vous demandez, quelle différence y a-t-il entre le Fundi, le Nyongeso, la Mofouakono, la Mofouafamba, le Nyongefou? C'est-à-dire que si au matin, vous décidez que les 5 départements-là deviennent un département, qu'est-ce qui change? Rien du tout. En fait, le découpage à la base a toujours été communautaire, et puis on a éclaté parfois pour des raisons politiques, pour essayer de satisfaire un maximum de personnes. Au niveau des communes, c'est encore plus visible. Le découpage des communes est essentiellement communautaire. Il va même parfois plus loin. Le découpage de communes devient même parfois clanique. C'est-à-dire qu'on a créé parfois une commune pour satisfaire une sous-communauté qui revendique. Vous avez souvent vu les gens quand ils revendiquent les communes ou quand ils revendiquent un département. Ils disent, nous voulons notre. Le Camerounais est essentiellement communautariste. Lutter contre ça, c'est comme lutter contre sa propre nature. Et c'est ce qu'on a fait avec les régions. Il y en avait d'abord 5, après on est passé à 7, après on est passé à 10. En fait, on essaye de créer un cache-sexe qu'on appelle la région. Et d'ailleurs, on a donné des noms, des points cardinaux à ces régions. La seule région qui a un nom local, c'est la région de l'Adamawa. Pourtant, tous les départements ont des noms locaux. Nyon et Fou, Nyon et So, Nyon et Kele, Coupé Manengouba, Logo Nechari. Généralement, c'est les noms des cours d'eau, les noms des montagnes, et ainsi de suite, qui renseignent en fait sur quelque chose de bien précis. Souvent, ces limites naturelles sont les limites communautaires. Donc, je ne veux même rien faire de spécial. Je vais simplement enlever le cache-sexe. Je vais dire, regardons-nous en face, tels que nous sommes. Et nous engageons donc, et là c'est quelque chose de concret que je viens de dire, et qui relève, j'ai envie de dire, de quelque chose de simple. C'est-à-dire qu'au matin, tu dis, il n'y a plus. Dès qu'on enlève les 10 régions, on réorganise les 58 départements. En mettant un terme à des émiettements inutiles que nous avons, comme les 5 que je viens de dire là tout à l'heure. J'aime souvent prendre le cas sur Paris, en disant, oui, il y a une région, enfin, il y a un endroit qu'on appelle Paris, mais en fait, dans Paris, il y a plein de choses dedans. Donc, il suffira de dire, voici la région de Yaoundé. La région de Yaoundé va couvrir tous les départements que je viens de citer là tout à l'heure, le reste restant demeurant des communes. Donc, une fois que vous avez fait ce travail de regroupement-là, vous vous retrouvez non plus avec 58 départements, mais avec une trentaine, que vous appelleriez donc en ce moment la région. En fait, jusque-là, je n'ai rien fait de spécial. Je suis en train de travailler avec l'existant. Et une fois donc qu'on transforme ça en région, c'est pour ça que je dis souvent que le synonyme de fédéralisme communautaire, c'est régionalisme identitaire. Une fois donc qu'on a reconfiguré tout ça, on engage donc le chantier de fédération qui est celui de l'imbrication. Première chose, l'apprentissage des langues nationales, mais au-delà des langues nationales, de l'histoire de chaque communauté, par tous, des mythologies de chaque communauté, par tous. C'est des choses que nous devons mettre dans notre système éducatif. C'est-à-dire que si vous faites l'école à Bafoussam, vous apprenez que dans votre pays, il y a une communauté Ewondo. Chez les Ewondo, voici ce qu'on fait. Chez les Ewondo, voici comment on vit. Chez les Ewondo, voici comment on se marie. De telle sorte que le jour où vous rencontrez le Ewondo, vous avez l'impression de le connaître. Véritablement. Ça passe par le système éducatif. Est-il si compliqué d'apprendre à l'école aux Camerounais ce qu'ils sont? Est-il
est-il si compliqué au Cameroun d'apprendre au Bamileke qu'il est dans un pays avec un bassard et qu'il le connaisse, pas seulement par les clichés, les choses qu'il entend au loin, qu'on lui rapporte. Et d'ailleurs, ce n'est pas par hasard. Je dis souvent que pour moi, la réunion la plus communautarisée du Cameroun, c'est la région de l'Ouest. Parce que pendant qu'on cherche même une région communautaire, on en a une. La région de l'Ouest, c'est 8 départements. Quand vous enlevez le 8e qui est le Noun, qui est Bamou, et qui se rapproche d'ailleurs plus des Tikar, c'est-à-dire que dans le redécoupage, il se retrouverait en réalité avec la Damawa. Vous restez avec 5, 7 départements. Oui, il y a des disparités d'ordre linguistique, c'est-à-dire que le Bafoussam n'entend pas forcément ce que le Tchang dit, mais à la vérité, le rapport, le culte des crânes, les chefferies, et tout ce que vous voulez de culturel les rassemble. Mais quand est-ce que moi qui suis Bassa, je vais apprendre tout ça pour que je puisse enfin dire le Bamileke est mon frère, on est du même pays parce que je le connais. En fait, le chantier dont je parle, souvenez-vous que j'ai évoqué ça au Grand Dialogue National, c'est là que l'idée était sortie. On était au Grand Dialogue National pour résoudre un problème, celui de la crise anglophone. Et je disais, comment on peut se faire la guerre à cause de langues importées? Le mot anglophone, il y a le préfixe anglo, anglais, et le suffixe phone qui veut dire locuteur de l'anglais. On est dans une guerre entre locuteurs de l'anglais contre les locuteurs du français. Alors que si vous enlevez anglophone, vous restez avec un bakweri, un banso, un bafout, un sort, ainsi de suite. Ils ne sont pas en train de lutter pour la reconnaissance de la culture bakweri, pour la reconnaissance de la langue bafout, mais ils sont en guerre, en brousse, avec des armes pour la reconnaissance de la culture qui est partie de l'Angleterre. C'est le comble de l'aliénation. Connaissons-nous donc. C'est pour ça que j'avais dit au Grand Dialogue National. Même, j'avais dit aux anglophones, on a eu un souci. Je leur ai dit, mais non, vous revenez encore avec le fédéralisme à deux, qui est simplement un avatar postcolonial. Parce que le fédéralisme à deux, là, c'est quoi? C'est que comme on a refusé le chantier d'intégration nationale, on a trouvé le raccourci. Ok, vous parlez anglais, vous êtes de ce côté, vous parlez français. D'ailleurs, ce qui est étonnant, et moi je crois que le modèle de management anglo-saxon avait tenu compte de ça. Parce qu'en fait, c'est pas par hasard que le Nigeria voisin est devenu plus tard un État fédéral. Parce que les anglo-saxons avaient vu cette diversité qui se présentait et ils ont organisé l'État de cette façon. Le management francophone français, c'est le management du raccourci. C'était l'indigénat, c'est-à-dire, et quelqu'un a posé la question de la nation, de réconciliation de la nation. En fait, qu'est-ce que nous appelons nation? Nous avons donc deux options. Soit nous avons l'option française, c'est-à-dire, vraiment ces gens ils sont trop diversifiés. C'est un chantier trop compliqué. Comment faire pour que les Bassa, les Iwundu, les Mundang, les Tupuri, les Bansons, tout ça, vraiment, ils sont trop compliqués. Tout le monde parle français, c'est bon. La nation, c'est que tu parles français. Ok, c'est un raccourci. C'est un modèle qui consiste à dire, ok, on gomme ce que nous sommes et on devient une fabrication. Et on dit donc que la nation, c'est les gens qui parlent français. Vous pensez vraiment que c'est faisable? Ça ne l'est pas. Nous sommes dans l'hypocrisie et dans la tricherie. Chacun d'entre nous reste arc-bouté et attaché à sa tradition et à sa culture. Personne ne veut se détacher de sa culture et de sa tradition. Résultat des courses, tribalisme. Nous vivons dans une hypocrisie organisée où nous donnons l'impression que nous sommes ensemble alors que tout est tribal au Cameroun, tout est communautaire au Cameroun. Les postes ministériels sont partagés. Quand on sort le gouvernement, vous avez des gens qui se fâchent parce qu'on leur a enlevé un ministre. Les Bassa, pendant qu'on y est. Moi j'ai lu ces pétitions. Lorsqu'on a enlevé Ngale Bibé des enseignements secondaires pour l'envoyer au transport,
tout de suite des voix se sont élevées chez les Bassa pour dire on nous a enlevé un ministère important, celui de l'éducation, parce que depuis Ngango Mbouy, enfin c'était les Bassa, Bapes, ainsi de suite. Oui, c'est ça, non, je crois. Oui, il y a eu Ngango, il y a eu quand même Belamba à un moment, ainsi de suite. Les plus anciens se retrouvent beaucoup. Mon père était enseignant, donc ces choses sont dans ma tête. Les Bassa se sont plaints. Et après, d'ailleurs, on a titré dans les journaux au Cameroun que comme il y a la crise anglophone, on a donné ce ministère aux anglophones, puisque l'actuel ministre d'enseignement secondaire s'appelle Nalova Lyonga. Donc on est dans un jeu hypocrite, bizarre, où dès qu'il y a nomination, on commence à chercher. Vous avez même des tableaux qu'on fait dans les journaux. Combien de Bassa, combien de Bamileke. Ne faites donc pas ça. Le PCRN, là, quand il faut faire le bureau, ok, faites donc votre affaire là, que vous dites là, que les gens qui sont compétents. Prenez alors les compétents, vous mettez. On va voir si votre parti là va chercher au-delà de 2 communautés. Ça ne va pas marcher. C'est pour ça qu'Aïdjo avait mis en place la politique de l'équilibre régional. Même si ça a été dévoyé plus tard, bon maintenant c'est devenu une affaire, personne ne connaît même ni les tenants ni les aboutissants. Mais le problème d'Aïdjo à l'époque, c'était que certaines communautés qui ont eu accès à l'éducation et à l'instruction et qui sont donc avancées, si on laisse que les concours soient vraiment faits dans l'objectivité, c'est ceux qui ont accès à l'éducation qui vont réussir. Alors qu'il y a des communautés arriérées. Donc il s'est dit, ok, en attendant de rattraper ça, on équilibre. Que même ceux qui ne sont pas très instruits, qu'eux aussi soient là-dedans pour qu'ils aient une élite, pour qu'ils se reconnaissent en ce que vous appelez nation, en l'État. Donc, ce chantier, il est immense. Je suis d'ailleurs d'avis que ça ne se fera pas en un jour. Mais ce n'est pas parce qu'un chantier est difficile qu'on doit l'abandonner ou le reporter chaque jour à plus tard. Alors que nous avons déjà un problème là, maintenant. Parce que les gens ne se connaissent pas et cohabitent, ils se soupçonnent tous les jours. Ça affecte la politique. Je ne sais même pas comment on va s'en sortir après pour le bien. Parce que lui, au moins, il a réussi sa jonglerie. Depuis Aïdjo, ils ont trouvé la bonne formule. Vraiment, tout le monde a quelque chose. Une fois de plus, les raccourcis. Alors, les gens font semblant d'être des nationaux, d'être... Ok. Mais dans la réalité, derrière, je ne dis pas que c'est le cas ici en Belgique, mais je suis sûr que lorsqu'un Bamileke atterrit ici en Belgique pour la première fois, son réflexe naturel, c'est de chercher là où les Bamileke se réunissent. Quand un Bafia arrive ici, il demande qu'il n'y a pas un Bafia. D'ailleurs, il cherche l'info avant de quitter le pays. Résultat des courses, les Bassa ont leur réunion ici, non? Les Bamileke ont la leur, les ceux-ci ont la leur, non? Mais puisque vous êtes donc frères, pourquoi vous ne faites pas la même réunion? Vous qui êtes donc ici en Belgique depuis 40 ans pour certains, pourquoi vous ne faites donc pas une réunion tous ici camerounais? Puisque ici vous êtes frères. Bon, pourquoi tout le temps dire une chose et faire le contraire? Ce n'est pas de notre faute. Nous sommes sortis d'un moule. On ne fait que ce qu'on nous a appris. Mais trouvons le courage d'attaquer cette affaire. Sans stigmatiser, connaissons-nous. Le système éducatif, c'est le meilleur levier. Au-delà même du système éducatif. Moi, j'ai dit le PCRN va lancer dès l'an prochain quelque chose de vraiment risible et banal. Le concours même de polyglossie. C'est-à-dire, nous, au PCRN, on va commencer à primer chaque année. L'enfant, on va mettre ça, je crois, à 15 ans. Enfin, au plus tard, à 20 ans, c'est en étude. L'enfant qui peut parler 10 langues nationales. Parce qu'on sait que quand on est plus jeune, on peut apprendre plus facilement. Si on dit maintenant, l'enfant qui parle 10 langues aura 2 millions de francs CFA, ça va créer une émulation. Les gens vont commencer à chercher à apprendre les langues des autres. Et en cherchant à apprendre les langues des autres, ils vont apprendre qui sont les autres. Parce qu'il y a des choses, nos langues renferment des choses que le français ne traduit pas. Et ce sont ces choses qui font notre identité. Et si l'autre, dans le travail d'altérité, ne connaît pas ces choses, il ne nous connaît pas. Moi, je vous le dis. Quand vous venez ici dans les pays des Blancs, vous faites toujours l'effort d'intégration. Si on vous dit que vous allez en Suède, vous apprenez le suédois. Quand on vous dit que vous allez en Angleterre, vous apprenez l'anglais. Mais quand vous quittez Sambilima pour aller à Garoua, personne ne cherche à apprendre le Fufulde. Non, comment
Non, le Garoua, c'est mon frère. Tu arrives donc à Garoua. Jamna, tu ne sais pas répondre. On te regarde comme ça, on dit le type si. Il vient faire quoi ici? Ok, on dit assieds-toi. Quand on commence à faire les vraies choses, on dit bon, lui là, c'est un Yaoundé. Faites attention. Bon, luttons toujours contre ça. Donc moi je comprends votre préoccupation, André, et c'était Serge. Je comprends tout à fait votre préoccupation. Moi-même, à un moment, j'étais vraiment à ce niveau-là. Je voyais que le chantier était tellement compliqué. J'ai retourné la question dans tous les sens et je suis arrivé à la conclusion que c'est vrai, ça prendra le temps que ça prendra, mais si l'impulsion est politique, un jour on se connaîtra dans ce pays et d'abord les gens se connaîtront eux-mêmes, parce que le plus grave même, c'est que parfois quelqu'un est même d'une communauté, il ne la connaît même pas. Donc on a même d'abord, quelqu'un dit qu'il est bamileke, il ne connaît même rien même de la culture bamileke elle-même. Quelqu'un dit qu'il est étonné, il ne connaît même rien de tout ça. Donc on se connaît et on connaît les autres et on aura enfin la nation que nous cherchons. Nous cesserons de cohabiter, nous nous serons fédérés. Et dans ce que je dis là, il n'y a donc nulle part clivage, nulle part repli. La presse de la femme. Pour le moment, nous sommes en train de travailler même pour nous aligner sur le standard de ONU Femmes, c'est-à-dire 30%. Nous battons déjà pour arriver à ce niveau-là. Donc, la politique que j'essaie d'impulser dans le PCRN, c'est qu'il faut encourager les femmes. Vous savez, dans notre contexte, les femmes souffrent de beaucoup de pesanteurs. D'abord des pesanteurs culturelles, notamment dans la partie septentrionale, et même d'ailleurs un peu dans la partie méridionale. Et vous savez que quand les femmes se marient, elle veut bien faire la politique, parfois c'est le mari qui lui dit que tu ne peux pas faire. Quand elle a des enfants, c'est très difficile. Donc on essaye de rassurer les maris pour celles qui militent et qu'on veut promouvoir. J'en suis là. Parfois, je suis obligé d'aller, de devenir l'ami du mari pour le rassurer, parce qu'en même temps, il y a des idées reçues comme quoi quand une femme fait la politique, c'est que c'est la femme de tout le monde et c'est sûr. Il y a toutes sortes de choses qu'on raconte. Donc, ce n'est pas évident. C'est pas évident. Le travail à faire aujourd'hui au Cameroun, ce n'est même pas tant celui de mettre les femmes à un pourcentage. Parce que ça encore, c'est le raccourci. C'est qu'il faut même déjà une masse critique de femmes pour qu'on arrive même au débat du pourcentage. Il n'y en a même pas. Je vous assure. Est-ce que vous vous rendez compte qu'actuellement au Cameroun, depuis la mort de Mme Foni et la retraite, on peut dire, de Mme Yahou Aïssatou, il n'y a pas de femme politique emblématique. C'est-à-dire quand vous pensez à la scène politique camerounaise, il n'y a pas un visage de femme emblématique qui vous vient. Il n'y a pas un nom qui vous vient. Je ne parle pas, elle, et je suis même d'accord avec vous, vous avez raison, ça a pu m'échapper, parce qu'elle a été une mère très emblématique. Ok, Ketia Kourté, je suis d'accord, elle est ministre, je vous le concède volontiers. Une autre. Kawala. Une autre. L'avocate, Maître Ndoki. Vous voyez qu'on peine à arriver à 5. Bon, je vais citer donc Roland ici qui est député PCRN, Roland Foxing qui est député PCRN. Donc on est en train de travailler à cela. Il faut. D'ailleurs, le problème du Cameroun, ce n'est même pas seulement les femmes. Il y a les jeunes. L'autre jour, je demandais à un ministre du RDPC de me donner le nom d'un jeune au RDPC qui a mon âge et de qui on peut penser qu'il peut être président. Il n'a pas pu me donner le nom. Donc il y a des segments de la société qui sont comme ça, donc on y travaille tout simplement. Donc si vous avez des idées, n'hésitez pas. Si vous en connaissez quelques-unes, n'hésitez pas. Moi je peux vous dire que j'essaye au PCRN autant que faire se peut. C'est pour ça que je me suis battu par exemple pour que la mère de Ngoma Poubi soit une femme. Parce que sinon on n'aurait pas eu de mère femme au PCRN. Et d'ailleurs ça a créé tout. Vous savez, on en est là. Où les vieux viennent vous voir et vous disent que comment une femme peut être mère chez les Bassas. Des patriarches. Vous savez, chez vous les Bassas, on dit que
si tu ne peux pas pisser et que si le jet d'urine ne peut pas traverser le tronc, c'est que tu ne peux pas diriger les gens. Bon, évidemment, il est difficile que le jet d'urine d'une femme traverse le tronc. Donc c'est pour elle qu'on a bâti cette sagesse. Et il faut encore travailler sur les mentalités pour que les gens... Honorango ici, ça a été un problème à Diba. Les gens me disent, comment c'est une femme qui peut être... Alors que nous, on est là. Nous les hommes. C'est très compliqué. Et surtout que dans son cas, on avait une autre excuse facile. Elle est mariée. Donc, comme elle est mariée à l'Est, qu'elle aille être députée à l'Est. Sauf que, et les femmes souffrent tout le temps de ça, on te renvoie donc chez ton mari. Quand tu arrives chez ton mari, on te dit chez ton mari que non, tu es seulement ici en mariage, tu ne peux pas être député. Rentre là où tu es né. Tu rentres là où tu es né, on te dit non, tu n'es plus ici, tu es parti en mariage, là-bas où il y a tes enfants. Résultat des courses, les femmes sont mariées. Parce qu'elle est mariée dans le canton, elle a demandé d'aller à quoi. Voilà, exactement, elle est même du RDPC. On lui a dit d'aller là où elle est née. Arrivé là-bas, on lui dit que rentre là où tu es marié. Le temps pour elle de faire l'aller-retour, on avait déjà bouclé la liste, on a envoyé. C'est compliqué.